Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 mai et donc j'aimerais poursuivre l'étude du texte poétique de Guillaume Apollinaire, Si je mourais là-bas. Je vais donc approfondir évidemment le texte que j'ai abordé de manière superficielle la dernière fois. Je vais donc commencer par la relecture de ce texte. En avant. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et les toiles qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Oh, mon unique amour, et ma grande folie. Guillaume Apollinaire, Si je mourais là-bas, dans Poème à loup, 30 janvier 1915, Nîmes. Alors la question qu'on peut se poser, je vous rappelle qu'on travaille sur le thème de la guerre, qu'on s'interroge donc sur l'évocation de ce thème dans différents textes poétiques. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'évocation de la guerre que nous avons dans le texte poétique correspond à une évocation réelle? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement la guerre dont il est question est une guerre historiquement datée? Est-ce qu'elle est, comment dirais-je, est-ce que finalement le poète ne va pas au-delà d'une simple évocation? Et la réponse est effectivement qu'on pourrait considérer ce texte poétique comme un témoignage historique, pour plusieurs raisons. La première raison est liée en fait au contexte de l'écriture du texte. Les textes donc intitulés Poème à loup étaient en fait rédigés derrière des lettres qui étaient envoyées donc à Louis Chatillon. D'accord, Apollinaire envoyait une véritable lettre à sa bien-aimée et au dos donc il écrivait un texte poétique. Donc il faut considérer le texte poétique comme une sorte de double de la lettre, d'accord, ayant presque quasiment le même statut. Et donc pour cette raison-là, de la même façon qu'on parle de lettres de Poilu, on pourrait parler donc de lettres de Guillaume Apollinaire sur le thème de la guerre. Donc ça c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison qui nous amène à penser que l'évocation de la guerre est une évocation donc historique et non pas simplement poétique, c'est que à la fin du texte on a une date précise qui donc ancre effectivement le texte dans le contexte de la Première Guerre mondiale. À la fin du poème, nous avons la mention, donc, 30 janvier 1915, Nîmes. Nîmes est une ville du sud de la France, d'accord, qui d'ailleurs est très souvent inondée parce qu'elle se situe dans une cuvette. Et donc on voit bien que le texte s'inscrit dans une perspective que l'on pourrait qualifier d'historique, on pourrait le considérer en tout cas comme un témoignage. Il n'est pas anodin non plus de préciser que la plupart des soldats de la Première Guerre mondiale ne se contentaient pas d'écrire des récits sur ce qui se passait au front, d'accord, il ne s'agit pas simplement de chroniques. Parfois on avait des textes poétiques donc écrits par ces soldats. Voilà, donc ça c'est un premier point qu'il faut considérer. Nous avons un ancrage donc dans la réalité qui est réelle. Non seulement dans une réalité que l'on pourrait qualifier, comme je l'ai dit, d'historique, mais aussi dans la réalité du poète lui-même, puisqu'il y en a des éléments donc de sa vie personnelle. Je vais vous en parler maintenant. Alors Guillaume a passé une partie de son adolescence donc dans le sud de la France, plus exactement à Nice. Il a aussi fait un séjour à Monaco et à Cannes. Donc Guillaume Apollinaire par exemple a été inscrit au lycée Masséna de Nice et le texte poétique dont je vous parle donc évoque des éléments de sa vie privée. Non seulement Lou, la jeune femme que vous voyez représentée sur votre gauche, d'accord, voilà, je vous rappelle que c'est une photo que j'ai déjà utilisée dans un autre montage vidéo. Non seulement cela, mais aussi on constate que plusieurs éléments du texte, si je mourais là-bas, font référence à la vie du poète. Par exemple, regardez, à un moment donné, il est question d'un obus qui est semblable au mimosa en fleurs. Je pense que la comparaison n'est pas fortuite dans le texte poétique parce que il existe effectivement
au large de Hyères une ville qui est célèbre pour ses mimosas et qui porte le nom de Bormes-les-Mimosas. Peut-être par exemple, peut-être effectivement qu'on pourrait considérer qu'Apollinaire faisait référence, enfin en tout cas faisait allusion à cette ville dans la mesure où Lou, donc vous voyez représenté, est originaire elle aussi de cette région. Je vous rappelle que Lou a été rencontrée dans le vieux Nice, d'accord? C'est un ami d'Apollinaire qui lui a présenté cette jeune fille et conséquemment, on a un contexte méditerranéen, d'accord, le sud de la France est représenté en filigrane dans le texte poétique. Donc le bel obus, par exemple, les mimosas en fleurs font penser effectivement à Bormes-les-Mimosas. Pour ce qui est maintenant des soleils, regardez le vers donc d'Apollinaire, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. En fait, les fruits d'or font référence au citron. Les citrons, donc, il existe une fête des citrons à Menton, à côté de Monaco. Là encore, on voit bien que l'ancrage géographique est patent dans le texte poétique. La Villa Baratier est une villa, effectivement, qui existait, dans laquelle vivait Louise de Coligny-Châtillon. Ça va? Donc, nous avons dit que le texte, si je mourais là-bas, pouvait être envisagé comme un texte qui a on va dire, une caution historique qui s'ancre dans des éléments qui ont réellement existé, qu'il s'agisse d'éléments historiques ou d'éléments de la vie du poète. Alors j'aimerais qu'on revienne justement sur ce thème de la guerre en faisant une analyse grammaticale. Donc, vous allez reprendre votre cahier de français, s'il vous plaît. Voilà, je vous rappelle que je vous avais demandé la dernière fois d'imaginer une lettre envoyée à Guillaume Apollinaire pour illustrer le texte poétique à partir du jeu sur les couleurs. Eh bien aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus traditionnel au niveau de l'analyse littéraire, d'accord? Alors, vous allez donc noter sur votre cahier, grand 1, une guerre bien réelle. Voilà, et je vous invite à regarder donc sur votre écran les deux strophes qui ouvrent et ferment le texte poétique. Je vous lis ces deux strophes et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on les compare, d'accord, et qu'on essaie d'en tirer un enseignement sur le texte. Donc, première strophe. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée, et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Dernière strophe. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souvient-on quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Alors vous pourriez me dire que la réalité de la guerre est visible dans la présence par exemple de l'obus, d'accord, l'obus éclatant, donc l'arme, ou encore dans la présence de la mort que nous avons ici, le verbe mourir qui est utilisé à l'imparfait, l'indicatif est ici au présent, ou encore dans la présence des larmes, d'accord, tu pleurerais, ou même évidemment dans celle du souvenir qui accompagne la mort, voilà, ou encore du sang. Tous ces éléments-là, effectivement, plantent effectivement le thème de la guerre dans le texte poétique. Mais ce n'est pas ce qui me paraît le plus important ici. Pourquoi? Parce que si j'avais voulu repérer le champ lexical de la guerre, je l'aurais fait sur l'ensemble du texte poétique. Je le ferai tout à l'heure dans tous les cas de figure. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cela. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le début de chacune de ces strophes. Donc regardez ici. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie. En fait, dans les deux cas de figure, nous avons ce qu'on appelle une proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de condition, introduite par si. Voilà, si je mourais là-bas, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie. Ça va? Et donc, vous avez déjà de toute façon travaillé avec moi ces propositions subordonnées circonstancielles de condition, d'accord? Donc, vous savez que si est une conjonction de subordination. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que le temps du verbe et le temps du verbe de la subordonnée n'est pas le même. Regardez. Dans la première subordonnée, le verbe mourir est à l'imparfait de l'indicatif. Si je mourais,
Dans la deuxième, il est au présent de l'indicatif. Alors ça n'a pas le même sens, pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que lorsque vous utilisez l'imparfait de l'indicatif dans une subordonnée de condition, c'est pour exprimer ce qu'on appelle l'irréel du présent. Si je dis par exemple, si je mourais là-bas, ça veut dire qu'en fait je n'ai aucune chance de mourir. C'est une pure hypothèse. C'est une pure hypothèse que j'envisage dans la pensée. Ce n'est pas quelque chose qui peut se réaliser, d'accord? En revanche, si je dis si je meurs là-bas, ça veut dire que l'opportunité de mourir existe. C'est la raison pour laquelle on va distinguer l'irréel du présent, première strophe, et le potentiel dans la deuxième strophe. C'est ainsi que s'expriment les grammairiens lorsqu'ils évoquent l'utilisation des temps dans la subordonnée de condition. Donc, après avoir marqué une guerre bien réelle, vous allez donc marquer grand A irréel du présent et potentiel. Allez, on prend des notes. Alors, je dicte dans la subordonnée, attention de N et E, dans la subordonnée de condition ou de quoi? Comment est-ce que je l'ai appelé? De condition ou d'hypothèse, exact. Dans la subordonnée de condition ou d'hypothèse, introduite par, alors quel est le mot qui introduit la subordonnée ici? C'est la conjonction de subordination si. Dans la subordonnée de condition ou d'hypothèse introduite par si, on peut exprimer quelque chose de totalement comment? De totalement improbable. Alors c'est dans quel cas de figure ici? Effectivement, c'est dans le premier cas, si je mourais là-bas sur le front de l'armée. D'accord? Donc, je répète, dans la subordonnée de condition ou d'hypothèse introduite par si, on peut exprimer quelque chose de totalement improbable qu'on appelle l'irréel du présent ou quelque chose qui peut arriver, c'est ce que l'on appelle le potentiel. D'accord? Donc, je répète, dans la subordonnée de condition ou d'hypothèse, dans la subordonnée de condition ou d'hypothèse introduite par si, on peut exprimer quelque chose de totalement improbable, irréel du présent, ou quelque chose qui peut arriver et qu'on appelle le potentiel. Alors, une fois que vous avez marqué cela, donc, je vais effacer tout cela, voilà. Vous allez marquer, donc, vous allez à la ligne et vous marquez irréel du présent, deux points, et on va marquer effectivement la phrase qui débute la première strophe, d'accord, le vers, pardon, et ensuite donc potentiel, ok? Voilà. Et donc ça va donner la chose suivante. Donc une ligne pour chacun des vers. Vous avez marqué donc grand A, irréel du présent et potentiel. Vous avez fait une petite phrase introductive. Donc là je vais prendre ce vers-là. Ce vers-là se rapporte à quoi? Se rapporte en fait à l'irréel du présent. Donc vous marquez irréel du présent, d'accord? Et vous allez donc vous copiez le vers s'il vous plaît. Irréel du présent, si je mourais là-bas sur le front de l'armée. Vous encadrez bien la conjonction de subordination si ainsi que le verbe, d'accord? Et pour le potentiel, donc, voilà, vous prenez loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie. Donc, l'irréel du présent s'exprime avec l'imparfait de l'indicatif. Le potentiel, lui, s'exprime avec le présent. C'est bien clair? Alors ensuite, je vais vous dire quel lien je fais entre les outils grammaticaux et la signification du texte poétique. Donc, marquez bien à côté de si je mourais là-bas sur le front de l'armée, imparfait de l'indicatif, et à côté de loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, présent de l'indicatif. Alors, quel lien faites-vous maintenant entre effectivement ces éléments-là et le titre, une guerre bien réelle? C'est ça qui m'intéresse maintenant. Eh bien, vous remarquez qu'au début du texte, on a l'irréel du présent, qui correspond finalement à une vision poétique de la guerre, d'accord? Par exemple, quand on voit marqué un bel obus semblable au mimosa en fleurs, effectivement, la réalité de la guerre est mise en question. On a une vision plutôt poétique. On passe d'une vision poétique de la guerre, première strophe, à une vision vraiment, je dirais, prosaïque de la guerre. Si je meurs là-bas. Alors évidemment, le texte reste un texte poétique, mais malgré tout, il y a comme une sorte de chute. Cette chute, je l'observe aussi dans l'utilisation de ce qu'on appelle l'apostrophe. Où est l'apostrophe? Regardez, dans le premier vers, j'ai effectivement l'apostrophe suivante. J'ai l'apostrophe « Ô loup, ma bien-aimée » qui rappelle d'ailleurs l'apostrophe effectivement des destinataires de lettres et de poèmes durant l'époque médiévale, lorsque les troubadours et les trouvères chantaient effectivement, chantaient la gloire et la beauté des personnes aimées. D'accord? « Ô loup, ma bien-aimée ». Regardez ce que « Ô loup, ma bien-aimée » devient dans la dernière strophe. Ce « Ô loup, ma bien-aimée » devient simplement « loup ». D'accord? Donc une apostrophe réduite à son plus simple appareil pour utiliser
utiliser une expression convenue. Une apostrophe donc qui se réduit à très peu de choses. Et donc, le fait de passer de l'irréel au potentiel, d'une apostrophe qu'on pourrait qualifier d'hypocoristique ou médiévale, à une apostrophe qui, elle, est réduite à son plus simple appareil, montre en fait que l'évocation de la guerre ici devient une évocation parfaitement prosaïque, d'accord? On sent bien que le conflit belligérant est un conflit qui existe. Ce n'est pas une invention sortie de l'imagination du poète. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Vous voyez comment est-ce qu'on rattache les outils grammaticaux à la signification du texte? Allez, je continue. Alors, si vous vous souvenez bien, lors de la première vidéo que j'avais faite sur le texte de Guillaume Apollinaire, qui était en fait une vidéo introductive, on est bien d'accord, hein, c'était pas une analyse du texte pour elle-même, mais ça je crois que je l'ai signalé. Dans cette première vidéo, je vous avais demandé de travailler sur les couleurs. Bon, et vous aviez repéré une couleur qui domine dans ce texte, c'est la couleur rouge. Quand je vous avais demandé en fait de me donner les différentes connotations du mot rouge, ce que signifie le mot rouge, non seulement dans le dictionnaire, mais aussi dans les représentations culturelles, vous m'avez parlé du sang, vous m'avez parlé de la mort, enfin bref, vous m'avez parlé du meurtre, pourquoi pas. En tout état de cause, on va s'appuyer sur l'évocation de cette couleur rouge pour aller un petit peu plus loin dans l'évocation de la guerre. Car la guerre n'est pas simplement bien réelle dans le texte poétique de Guillaume Apollinaire, comme je viens de le montrer, c'est aussi une guerre qui est particulièrement sanglante. Donc, quand on veut prouver quelque chose dans un texte, que fait-on? On recherche le champ lexical. Donc, on va chercher le champ lexical de la guerre dans le texte poétique en avant. Alors, pour ce qui est du champ lexical de la guerre, évidemment, on a le terme mourir, ici. Ensuite, l'obus éclatant. Exact, l'armée, le front de l'armée même, je me corrige, je vais prendre l'ensemble du groupe nominal qui est un groupe nominal étendu ici. Ensuite, le terme éclater fait penser à l'éclat des obus, le sang, bien entendu. On continue, est-ce qu'on voit autre chose ensuite? Je passe donc à la suite du texte poétique, d'accord, la deuxième colonne. Je vous rappelle qu'ici j'ai mis le texte en vis-à-vis. On a le fatal giclement de mon sang. Très bien, on poursuit. Si je meurs, le verbe mourir qui est repris ici, comme je vous l'ai dit, je l'ai commenté effectivement. Le sang qui revient, d'accord, voilà. Donc déjà, on se rend bien compte quand même que nous avons pas mal de termes qui font référence donc à la guerre, qui évoquent la guerre. Donc on peut établir un champ lexical de la guerre. Allez, prenons des notes. Alors vous allez marquer grand 2, une guerre sanglante, et en grand A, donc le champ lexical de la guerre. Je rappelle que le champ lexical, c'est l'ensemble des termes qui gravitent autour de la même idée ou de la même notion, d'accord? Le champ lexical de la guerre. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé en fait un ensemble, d'accord, de mots. J'ai mis effectivement tous ces mots qui ressortissent au champ lexical de la guerre, mais je les ai mis dans le désordre. Et donc on va les remettre dans l'ordre. Parce que lorsque vous citez les mots du texte, autant respecter effectivement l'enchaînement des strophes. Donc, par quoi commence-t-on? On commence bien sûr par ce potentiel dont je vous ai parlé, si je meurs. Donc, vous marquez si je meurs, virgule. Vous y êtes? Si je meurs, virgule. Ensuite, alors, personne ne dit rien, j'ai fait une bêtise. Non, parce que si je meurs, en fait, c'est pas le début, c'est la fin. Donc, hop, on se corrige. C'est le verbe mourir à l'imparfait de l'indicatif. On commence par une vision poétique de la guerre et ensuite, il y a cette chute dont je vous parlais. Donc, ce sera si je mourrais d'abord et à la fin du texte, on aura si je meurs. Ça va? C'est clair? Ensuite, on a l'obus éclatant, le bel obus. Je mets si je meurs ici, d'accord, parce que c'est la fin du texte. Donc, vous marquez pour le champ lexical de la guerre, mouret, obus éclatant, bel obus. Le groupe front de l'armée, je l'ai oublié. En fait, il faudrait que je l'intercale ici. Si vous le mettez après, c'est pas bien grave, d'accord? Voilà. Front de l'armée se situe ici. Mouret, front de l'armée, obus éclatant, bel obus. Ensuite, on aura donc le mot sang. Giclement de mon sang et si je meurs, ça va? Donc je reprends, on commence effectivement par ici l'évocation,
On commence par une proposition subordonnée de condition, donc qui exprime l'irréel du présent. Ensuite, on a des éléments qui, effectivement, ressortissent à l'évocation de la guerre, comme armée, obus, repris 2 fois, on a la répétition ici. Le mot sang, comme je l'ai dit, giclement de mon sang, et si je meurs, ça va? Alors, je pourrais faire une petite parenthèse ici sur bel obus. Ce groupe-là, un bel obus. En fait, rappelle de quoi? On pourrait dire finalement que l'expression bel obus, pardon, est une expression ironique, d'accord? On pourrait parler de ce qu'on appelle une antiphrase, c'est une figure de rhétorique. L'antiphrase consistant à dire le contraire de ce que l'on pense. L'obus n'est pas beau, mais je dis qu'il est beau, en fait, pour susciter l'attention des lecteurs ou de mon auditoire. Ce qui rappelle notamment, alors ça je ne l'invente pas, c'est un rapprochement qui a été fait par un internaute dont je m'inspire aujourd'hui. Donc ça pourrait rappeler effectivement le chapitre 3 de Candide, dans lequel donc Voltaire, vous le savez, parle de la guerre en utilisant des termes donc laudatifs, d'accord? Ça pourrait aussi rappeler, pourquoi pas, dans Candide, je m'en souviens à peine maintenant, un autre chapitre qui s'intitule Comment on fit un bel autodafé. Un bel autodafé, qu'est-ce que c'est qu'un autodafé? C'est de bûcher les sorcières, d'accord? Donc un autodafé ne peut pas être beau. Un bel autodafé est une formule ironique, de la même manière qu'un bel obus dans le texte poétique de Guillaume Apollinaire est ironique. Ça va? C'est clair? On continue? Bien, alors vous allez marquer maintenant la couleur rouge. On va parler effectivement de cette couleur-là, on va la rechercher dans le texte poétique et l'interpréter. En fait, on se rend compte effectivement que c'est la couleur la plus présente dans le texte, et cette couleur évidemment dénote des choses négatives, le sang que l'on retrouve plusieurs fois. Voilà, vous avez ici en fait différentes formules du texte poétique donc, que je déplace et qui font justement, qui évoquent la couleur rouge. Donc vous avez par exemple la première ici, un obus éclatant sur le front de l'armée. Donc ça c'est la première du texte. Pourquoi est-ce que l'obus éclatant ici pourrait éventuellement évoquer la couleur rouge? Parce qu'un obus qui éclate provoque des flammes, d'accord? Le feu peut effectivement être rouge, jaune ou rouge. Donc déjà le mot obus, l'obus qui éclate effectivement fait penser à la couleur, d'accord? On travaille par association d'idées. De la même manière, même si le rouge n'est pas utilisé dans l'expression les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, un soleil qui mûrit signifie un soleil qui, petit à petit, va se coucher, autrement dit, qui va prendre des teintes rougeâtres, d'accord? Voyez, si je prends ces deux éléments du texte, l'obus éclatant ainsi que les soleils merveilleux, on évoque la couleur rouge par association d'idées. Ensuite, on a réellement le rouge avec le sang que nous avons ici, d'accord? Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. Donc là, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le sang inonde le monde, comme si finalement le monde tout entier devenait une sorte de monochrome rouge. Et vous avez donc le verbe rougir qui est utilisé donc ici. Regardez, je vous montre le texte. Je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Comment appelle-t-on la répétition d'un mot donc à des intervalles réguliers? On appelle cela une anaphore. Ici, nous avons effectivement l'anaphore du verbe rougir, d'accord? Au début du vers, d'accord? Le sang aussi, bien évidemment, le sang est rouge. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Alors, vous n'allez pas évidemment réaliser cette carte mentale avec le pot de peinture. En revanche, regardez, j'ai écrit pour vous ici comme une sorte de petit bilan rapide, très modeste évidemment, donc pour évoquer justement ces différents éléments. Donc je vous lis ce bilan. Sur la couleur rouge, Guillaume Apollinaire joue sur les nuances de rouge en créant une sorte de bibliothèque d'images. L'obus est lié au feu qui peut être rouge, le soleil qui mûrit prend la même teinte, le sang est rouge vif. Pour finir, on évoque communément les rougeurs de la peau, d'accord? Donc vous allez encadrer ici le mot feu, le mot soleil, le mot sang, d'accord? Et le mot rougeur. Je n'ai pas évoqué le procédé ici de l'anaphore, d'accord? Parce que mon but n'est pas de réaliser un commentaire composé du texte. Ça va? Donc je répète, c'est ce que vous notez sur votre cahier de français. Guillaume Apollinaire joue sur les nuances de rouge en créant une sorte de bibliothèque d'images.
L'obus est lié au feu qui peut être rouge, le soleil qui mûrit prend la même teinte, le sang est rouge vif. Pour finir, on évoque communément les rougeurs de la peau. Alors je disais, j'aimerais marquer une petite pause avant de poursuivre l'analyse de ce texte en vous rappelant quand même des éléments importants. C'est que Guillaume Apollinaire, au moment où il écrit à Lou, ne connaît pas encore la Première Guerre mondiale, n'a pas encore vécu les affres de la Première Guerre mondiale. Il sera mobilisé plus tard. Comme vous le savez, Guillaume Apollinaire, lorsqu'il sera au front, sera blessé à la tempe, comme vous le montre la photo qui est sur votre droite. Mais au moment où il écrit à Lou, la guerre n'est pour lui finalement qu'un vain nom. C'est quelque chose dont il a entendu parler, mais qu'il ne connaît pas véritablement dans sa chair. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si le texte poétique n'est pas une manière pour lui de conjurer l'angoisse de la guerre, l'angoisse de la mort, mais aussi l'angoisse de l'absence, sachant évidemment que Guillaume Apollinaire est séparé de Lou, la femme qu'il aime, d'accord? Donc on va travailler là-dessus maintenant, montrer que le texte poétique finalement, présente une distanciation du poète. Le poète utilise en fait la langue, utilise la poésie pour se distancer d'un phénomène qui lui provoque de la douleur, qui lui provoque effectivement de l'angoisse et de la souffrance. Alors, j'ai placé sur votre droite un certain nombre donc de fragments du texte poétique qui me paraissent importants pour travailler sur la distance du poète. Évidemment, le premier, c'est la comparaison entre l'obus et les mimosas en fleurs. Bon, je vous relis ce début-là. Un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Pour moi, en fait, la distanciation poétique, elle est totalement lisible dans ce couple de vers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Voltaire qui, dans Candide, effectivement, utilise le procédé de l'antiphrase pour se moquer de son personnage quand il écrit, par exemple, « Comment on fit un bel autodafé pour empêcher la terre de trembler », qui me semble-t-il est le chapitre 3 de Candide, ou lorsque Voltaire évoque la guerre. Donc, l'ironie est une forme de distance. L'ironie, donc, c'est le sourire de la raison, si vous voulez, qui permet effectivement de soulager l'être qui vit des choses difficiles. Donc là, c'est cette ironie que nous avons dans le texte poétique de Guillaume Apollinaire revêt à mon avis la même signification, d'accord? L'obus n'est pas beau, je dis que c'est un bel obus parce que je prends de la distance par rapport à ce que je vis. Je ris en quelque sorte de ce phénomène que l'on appelle la guerre et qui est une véritable calamité. Donc c'est une première chose. En même temps, quand je dis un bel obus semblable aux mimosas en fleurs, je crée une image. Autrement dit, au-delà de la distanciation poétique, ce qui permet réellement de créer une distance, c'est le fait de produire un texte et de produire une image. D'ailleurs, si je prends maintenant le deuxième fragment que j'ai épinglé, si je prends le deuxième donc fragment et puis ce souvenir éclaté dans l'espace, vous voyez que vous retrouvez l'idée selon laquelle le texte poétique, la création poétique est une réponse effectivement à la souffrance vécue. L'obus est comparé, on l'a dit, donc aux mimosas en fleurs, mais en même temps, si vous voulez, le jeu sur ce qu'on appelle le polyptote, c'est-à-dire qu'un même terme est utilisé donc de différentes façons, d'accord, éclatant adjectif, éclaté participe passé employé comme adjectif, d'accord. Donc le fait d'utiliser deux mots qui ont la même racine va aussi générer des images. Tout se passe effectivement comme si le souvenir lui-même était un obus qui éclate. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace. Et en même temps, regardez, quand je regarde le terme éclatant, l'adjectif verbal éclatant, pour moi, éclatant se rapporte aussi à la couleur qui est éclatante, d'accord? Un rouge éclatant. Conséquemment, on est en train ici de démultiplier les significations possibles parce qu'on est justement dans une activité de création poétique. Vous comprenez? Et pour aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous citer une très très belle formule d'un poète du 19e siècle qui a pour nom Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé disait « La poésie est une hésitation prolongée entre le sens et le son ». Et je trouve que c'est très très juste effectivement, parce qu'en fait, souvent il y a des correspondances sonores qui s'établissent d'un mot à un autre, et lorsque l'on saute d'un mot à un autre pour des raisons sonores, on va aussi sauter d'une image à une autre. Est-ce que vous comprenez? Par exemple ici, regardez, quand je prends les mots éclater, clarté, écarté, ce sont des mots en fait qui sont très proches d'un point de vue phonologique, très proches du point de vue du signifiant. On pourrait parler en pareil cas de
paronymes, c'est-à-dire des mots qui se prononcent presque de la même façon. Et donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, si un mot en appelle un autre, si éclater appelle clarté et écarté, eh bien évidemment, une image en appelle une autre aussi. Le souvenir qui éclate comme une bombe va aussi appeler l'éclat, c'est-à-dire la brillance, et l'écart aussi. Le corps écarté, évidemment, est une image érotique. Vous l'aurez compris, je n'insiste pas. Quoi qu'il en soit, on est bien d'accord que il existe dans le texte une distanciation poétique vis-à-vis de ce phénomène de la guerre. Alors, parmi toutes les images importantes qui naissent à la lecture du texte poétique de Guillaume Apollinaire, celle qui va retenir notre attention maintenant, c'est l'image du sang, parce qu'elle est en fait hautement significative. Donc, je vais vous montrer comment nous allons l'analyser. À la suite de votre grande 3, la distanciation poétique, donc je vais vous demander de réaliser une carte mentale. Donc vous sautez 3 lignes entre le titre, bien évidemment, et on va dire, l'élément fondamental de la carte. L'image du sang, donc si je mourais là-bas, je vais proposer donc une interprétation mystique de cette image du sang dans le texte poétique et une interprétation esthétique, d'accord? Mon interprétation mystique, je vais la fonder sur la strophe suivante. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde, un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Et pour ce qui est de l'interprétation esthétique, je la fonderai essentiellement sur le passage suivant, et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. Alors, commençons donc par l'interprétation mystique. Donc, pourquoi interprétation mystique? Parce qu'en fait, regardez, je ne peux pas m'empêcher de penser au sang du Christ lorsque je lis la strophe que vous avez sous les yeux. D'accord? Le fatal giclement, le mot fatal signifie effectivement que quelque chose est inscrit dans le destin. Or, quand on regarde effectivement la théodicée chrétienne, depuis le péché originel, péché d'Adam et Ève, Dieu savait, d'après donc cette théodicée, Dieu savait effectivement que son Fils viendrait racheter la faute du monde. Autrement dit, la mort du Christ revêtait quelque chose de fatal, de quelque chose qui était destiné, était gravé dans le marbre, d'accord, correspondait au destin. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Le mot fatal fait référence au fatum, au destin, et donc bien évidemment, la mort du Christ pour racheter le monde est inscrit dans la destinée, est inscrit dans le destin décidé par Dieu. Première chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le sang me fait penser au sang du Christ? C'est par rapport à la formule que vous avez ici. Un amour inouï descendrait sur le monde. Effectivement, très souvent, en fait, on envisage la relation entre l'homme et Dieu comme une relation transcendantale, une relation verticale, y compris par exemple dans les religions extrême-orientales, comme par exemple l'islam. L'islam, dans le Coran, parle de la descente de la révélation. Un amour inouï descendrait sur le monde. Et encore une fois aussi, c'est bien l'amour de Dieu qui provoque la mort du Fils de Dieu pour racheter le monde. C'est l'amour qui est au centre, effectivement, de toute la théodicée chrétienne. Ça va? C'est clair? Donc c'est la raison pour laquelle je propose une interprétation mystique de ce fatal giclement du sang, qui est à la fois le sang du poète et le sang du Christ. Pour fortifier cette présomption, je vais travailler maintenant sur l'iconographie. Alors, je disais que je travaillais sur l'iconographie. Vous avez sous les yeux ici un tableau de Bartolomeo Bulgarini, la crucifixion. Je vous parle de la crucifixion. Pourquoi? La crucifixion est liée au sang, bien évidemment. On voit d'ailleurs le sang qui gicle, si je puis dire, pour utiliser la même métaphore, le même mot qu'Apollinaire, le sang qui gicle du flanc du Christ. Le sang, donc, revêt une signification symbolique dans le christianisme. C'est non seulement le sang de la crucifixion, mais même d'après, en fait, un livre de Jacques de Voragine qui s'appelle Legenda Aurea, la légende dorée, eh bien, le centurion Saint Longin aurait retrouvé la vue après avoir reçu le sang du Christ sur les yeux. Autrement dit, c'est le sang qui purifie, c'est le sang, effectivement, qui va sauver, le sang qui va changer le monde. Alors, je prends
comprend, si vous voulez, la symbolique du sang à travers la petite histoire, d'accord, à travers la légende dorée de Jacques de Voragine. Maintenant, je vais évoquer quelque chose qui est beaucoup plus important encore pour le christianisme et qui concerne le sang. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Ici, vous avez un tableau très célèbre de Léonard de Vinci, la scène. Regardez comment s'écrit le mot scène, hein. Ce n'est pas la scène de théâtre, c'est écrit avec un C. Donc, vous avez un tableau très célèbre de Léonard de Vinci, la scène, qui représente le dernier repas du Christ avec les apôtres. Et donc, cette scène représente l'institution d'un rite chrétien qu'on appelle le rite de l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est lorsque l'on communie avec le Christ en buvant son sang, très important, boire le sang du Christ. Souvenez-vous de ce que dit Apollinaire. Apollinaire dit que le sang est une fontaine, que son sang est une fontaine. Donc on retrouve bien ici l'idée que l'on boit, d'accord, que l'on boit le sang. Hein. Une fontaine, effectivement, c'est une source, effectivement, qui peut nous abreuver, qui peut nous purifier. Et donc c'est exactement le même réseau d'images qu'Apollinaire développe ici. Donc le sang du Christ permet d'instituer la scène. Je vais vous lire un passage de la Bible qui illustre en fait la représentation que vous avez sous les yeux. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est un passage que je vous lis, extrait de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, le verset 51 à 58. Ça va? Donc, encore une fois, on peut établir une correspondance entre la mystique chrétienne autour de l'image du sang et le texte d'Apollinaire. Alors, j'aimerais revenir donc maintenant, après ce bref parcours dans l'histoire des symboles chrétiens, donc le sang, ce que représente le sang, la coupe du Christ, la communion de l'Eucharistie, le centurion romain qui retrouve la vue après avoir donc touché le sang, après avoir reçu du sang du Christ sur les yeux, etc., etc. En fait, la littérature autour du sang du Christ abonde, y compris la littérature médiévale. Je pense par exemple à Perceval. Bref, quoi qu'il en soit, donc, on peut effectivement donner une interprétation mystique à l'omniprésence du sang dans le texte de Guillaume Apollinaire. On peut maintenant donner une interprétation que je qualifierais d'esthétique, d'accord? Donc, non pas l'interprétation mystique, mais l'interprétation esthétique. Je vais vous lire le texte, donc je vais vous lire le fragment que vous avez ici, en avant. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et les toiles qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de Baratier. Quand on regarde attentivement cette strophe, on a vraiment le sentiment que Guillaume Apollinaire est en train de représenter de la couleur sur une toile, qu'il est en train de peindre. Le mot espace, voyez, le souvenir éclaté dans l'espace, comme s'il s'agissait de remplir l'espace, non seulement un espace poétique, mais plus vraisemblablement un espace pictural, avec des couleurs et avec des formes. D'ailleurs, quand on prend la strophe qui vient par la suite, « Je rougirai ton sein, je rougirai », objectivement, si l'on enlève la dimension érotique de la strophe, le verbe rougir signifie rendre rouge, signifie donc un acte que l'on pourrait qualifier de créateur. C'est moi qui fais en sorte que la surface devient rouge et personne d'autre. Ça va? Donc on pourrait effectivement penser que cette présence du rouge dans le texte revêt une dimension esthétique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a derrière cette couleur-là un projet esthétique et à l'œuvre. Et c'est le moment d'évoquer une correspondance entre le projet esthétique de Guillaume Apollinaire et celui d'un peintre. Et ce peintre porte le nom de Robert Delaunay. Vous le voyez représenté sur votre droite, autoportrait. Donc, c'est un autoportrait qui date de 1905-1906, et il y a une très grande proximité au niveau des projets esthétiques entre Robert Delaunay et Guillaume Apollinaire. Pour quelle raison? Robert Delaunay déjà organise dans ses toiles des cercles concentriques. De la même manière, regardez dans le texte poétique, Apollinaire ne parle pas du soleil mais des soleils, comme s'il y avait en fait plusieurs cercles représentables, d'accord? Autre chose aussi, dans l'œuvre de Robert Delaunay, la couleur domine, la couleur est très importante, et notamment le jaune et le rouge, et donc réellement on peut établir une correspondance esthétique entre ce peintre Robert Delaunay qu'Apollinaire
connaissez parfaitement, d'accord, et Apollinaire lui-même dans le texte « Si je mourais là-bas ». Regardez, autre chose aussi qui me permet d'établir un lien, pour Robert Delaunay, ce qui est important, effectivement, c'est à la fois donc l'idée de cercle concentrique, donc l'idée de vitesse, parce que quand on parle de cercle, on peut parler aussi de rotation, d'accord, l'idée de vitesse et l'idée de couleur. Or, regardez ce que dit Guillaume Apollinaire, à un moment donné, il y a un vers aux fleurs, plus de couleur et plus de vitesse à l'onde. Je répète le vers de Guillaume Apollinaire, aux fleurs, plus de couleur, pas de S à couleur, hein. Une couleur, aux fleurs, plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Donc on retrouve véritablement ce projet esthétique. Je vais terminer donc là-dessus. Vous êtes en classe de 3e évidemment, il ne s'agit pas de faire une étude exhaustive. Je pense que personne ici ne me le reprochera. Donc on va terminer avec des tableaux. Donc j'aimerais vous montrer des tableaux de Robert Delaunay en avant. Alors regardez un petit peu ces toiles, hein. Essayez d'entrer dans celle-ci. Regardez aussi les titres. Le premier tableau s'intitule Disque coloré. Le deuxième, fleur de soleil, et le troisième, forme circulaire. Les titres à eux seuls vous montrent la correspondance qui existe avec le texte de Guillaume Apollinaire. Regardez par exemple, fleur de soleil, le tableau qui est au centre. On est bien d'accord qu'à un moment donné, l'obus est comparé à un mimosa en fleur, d'accord? Donc à une fleur, effectivement. Et le soleil apparaît aussi à l'intérieur du texte poétique. Ensuite, les disques colorés dont je vous parle, ces formes circulaires rappellent le soleil, évidemment. Bien voilà, je vous laisse sur ces quelques considérations parce que je me rends compte que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je vous parle. Pour terminer cette analyse du texte poétique, je vous invite à écouter donc la chanson de Jean Ferrat, Si je mourais là-bas, donc l'interprétation qui est donnée par Jean Ferrat du texte de Guillaume Apollinaire. C'est une très très belle chanson. Vous savez que pour des questions de droit, je ne peux pas me permettre ici donc de diffuser la chanson de l'artiste. Donc reportez-vous à cette chanson de Jean Ferrat. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt. La prochaine fois, nous aborderons la question du conditionnel et du système hypothétique en relation bien sûr avec le texte de Guillaume Apollinaire, car comme vous l'avez vu, il y a la question du potentiel et de l'irréel du présent dans le texte. À très bientôt, au revoir.